Interhome, conciergerie et spécialiste de la location de vacances en Europe, présente Nîmes, capitale de la culture antique et son nouveau spectacle nocturne, La Légende des Jardins, présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Jiquel. Ah, chers amis de Sud Radio, à la question, le Romain était-il, en plus d'être un guerrier conquérant et bâtisseur, un grand producteur de spectacles vivants? La réponse est oui. Leur grand truc aux Romains, c'était ça. Construire des arénas avant l'heure un peu partout dans l'Empire pour régaler les foules de grosses productions audio et visuelles de premier plan. Alors on peut dire que les Romains maîtrisaient parfaitement l'art du spectacle vivant en amphithéâtre. On dénombre aujourd'hui encore en Europe plus de 300 de ces magnifiques salles de spectacle à ciel ouvert érigées dans tout l'Empire, il y a 2000 ans. Certaines sont encore en parfait état de recevoir du public et les spectacles y sont de haute qualité comme l'exige le prestige de l'endroit. C'est le cas, justement, de Nîmes et son amphithéâtre. Pour 3 bonnes raisons, les spectacles y sont somptueux. D'abord, l'amphithéâtre nîmois est l'un des mieux conservés du monde romain. Intact, solide, nickel, prêt à recevoir ses 11 000 spectateurs, fans, très exigeants sur la qualité du spectacle. 2, les équipes d'animation de l'amphithéâtre de Nîmes proposent tous les étés, depuis quelques années, 2 grands rendez-vous culturels incontournables, dont un nocturne pour un public qu'il faut davantage surprendre que l'année d'avant. Et 3, pour répondre aux exigences de ce public, les producteurs ont compris que la réussite d'un show nocturne réside aujourd'hui dans l'hybridation des genres. Cette année, la production nîmoise s'intitule donc La Légende des Jardins et danse, équitation, cirque, mapping, musique, mise en scène, histoire, personnages, tout concourt à décupler un effet absolument waouh à découvrir dans ce lieu absolument magique. Nous allons donc nous aussi découvrir les coulisses de cette épopée son et lumière avec 200 participants sur scène et dans les airs qui va vous embarquer dans son histoire, sa poésie, ses tableaux de toute beauté et son univers musical unique. Juste fermez les yeux et écoutez, et en plus dans cette émission vous allez en apprendre de belles sur les Romains. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Jiquel. Et pour parler de ce spectacle et des arènes de Nîmes, nous avons à notre studio, mais ils sont en visio parce qu'ils ont préféré rester à Nîmes et ils ont bien raison, plutôt que de venir à Paris. Lucie Schnebelen, directrice des Monuments romains de Nîmes et créatrice pour Edéis du spectacle La Légende des Jardins. C'est bien ça, Lucie ? Bonjour, oui. Bonjour. Marie-Amélie Delogu est avec nous, elle est guide conférencière chez Edéis Romanité. Bonjour Marie-Amélie. Bonjour. Et Fabien Faisan, c'est le compositeur, régisseur, direction artistique du mapping du spectacle La Légende des Jardins. Merci encore de nous parler de ce spectacle nocturne qui est unique, qui est une création. Est-ce qu'on peut dire, Lucie Schnebelen, que c'est un spectacle hybride, comme je l'ai dit dans mon lancement ? Tout à fait. C'est un spectacle hybride et puis c'est une volonté qu'on avait pour pouvoir répondre à tous les goûts de nos spectateurs du mois d'août. Et en plus de ça, on a la chance de profiter des arènes en pleine nuit, donc il faut en mettre plein les yeux. Et pour ça, on a besoin de mapping, de vidéoprojection du coup, de lumière, d'artistes en tout genre, de cavaliers, de surprises, énormément de choses. Donc le fait qu'on mélange tous ces arts en un seul et même spectacle, eh bien on peut parler de spectacle hybride. Absolument. Marie-Amélie, vous qui êtes guide conférencière chez Edéis Romanité, qui connaissez bien évidemment la romanité et l'amphithéâtre, est-il vrai que les amphithéâtres sont des modèles aujourd'hui encore pour des salles de spectacle ? Ah bah bien sûr, quand vous comparez un amphithéâtre à la plupart des stades de foot ou des salles de concert qu'on peut avoir à notre époque à nous, on se rend compte que c'est absolument la même chose avec une petite modification dans l'architecture, mais globalement, on est exactement sur les mêmes monuments. Fabien Faisan, compositeur, régisseur et direction artistique du spectacle. 1 mois et demi de travail d'arrache-pied. Vous avez déjà créé pour Nîmes 18 spectacles, représentés une 50aine de fois. Est-ce que ce lieu est toujours aussi magique pour vous les spectateurs et comment vous l'expliquez ? Oui, bonjour, absolument. C'est un lieu unique, très bien conservé. Et à chaque fois qu'on y met les pieds, on a l'impression de découvrir un monument fantastique. Et le travail qu'on peut y faire les uns et les autres ensemble, chaque année se renouvelle et apporte son lot de nouveautés. Lucie Schnebelen, vous avez créé, vous, le spectacle, c'est vous qui l'avez écrit, La Légende des Jardins. Alors déjà, pour ceux qui ne connaissent pas Nîmes, il y en a peu, c'est vrai, dans le monde, mais racontez-nous ce que c'est que les jardins de la Fontaine qui sont si chers au cœur des Nîmois et des Nîmoises. Alors, effectivement, les Jardins de la Fontaine, c'est un lieu qui est unique à Nîmes et qu'on adore et qui n'a jamais été mis à l'honneur dans un spectacle nocturne. Donc, du coup, c'était l'idée, en fait. Et donc, je tiens quand même à souligner que c'est un
travail d'équipe et que on a tous mis notre main à la pâte pour créer cette histoire de toutes pièces. Hein, donc voilà, et on a voulu mettre en avant ce lieu emblématique et de trouver une histoire qui parle à tout le public, de tous les âges, donc une histoire d'amour, bien évidemment, mais l'idée étant l'idée principale de mettre à l'honneur ce très beau lieu et de pouvoir orienter les spectateurs pour aller visiter ces jardins par la suite. C'est vrai que c'est un des premiers jardins créés en Europe, hein, au XVIIIe siècle. On dit qu'il y a une vingtaine de statues, des vases, qu'il intègre la tour Magne et le temple de Diane. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'identité de Nîmes. Ah oui, totalement. Les jardins de La Fontaine font partie de l'identité de Nîmes. Et d'ailleurs, comme vous le dites, hein, ils ont été créés début 18e et on va pouvoir, pendant le spectacle, vivre la création de ces jardins avec le personnage de Jacques-Philippe Maréchal qui a été le créateur des jardins de La Fontaine. Et vous allez nous raconter comment cette histoire se déroule tout au long de ce spectacle qu'on va vivre ensemble. Marie-Amélie Delogu, juste une petite précision. Le jardin et la tour Magne, la tour Diane, ce sont les emblèmes de la romanité nîmoise. Ils sont tous là ? Alors oui, ils sont tous là. C'est vrai, le temple de Diane, la tour Magne, mais je pense qu'en tant qu'emblème, on ne peut pas non plus oublier les autres monuments, Maison Carrée, tour Magne. En fait, Nîmes, c'est un petit peu une petite Rome, comme on aime bien l'appeler. Donc, elle a plein de symboles. D'accord. Et l'amphithéâtre, il est en parfait état de recevoir ces 11 000 spectateurs ? Ah bien sûr, c'est le mieux conservé au monde, donc il n'y a pas meilleur endroit pour ce genre de spectacle-là. Il est très très bien conservé, on a énormément de chance d'avoir un tel bâtiment pour nous et surtout d'avoir ce genre d'écrin pour ces spectacles-là qui rendent quand même le tout encore plus magique. Et est-il vrai que c'est grâce aux Visigoths que l'amphithéâtre romain est encore bien conservé et toujours debout ? Tout à fait. Les Visigoths, c'est le premier peuple après les Romains qui est venu justement conserver le bâtiment, le remettre exactement comme il fallait et surtout le conserver dans son état actuel en installant en fait des petites maisons à l'intérieur, petites maisons qui vont perdurer sur des siècles et des siècles avec beaucoup de générations qui vont venir vivre à l'intérieur du monument, ce qui a permis en grande majorité de le conserver jusqu'à nos jours. D'accord. Alors, parlons de ce spectacle avec vous, Lucie. Le spectacle va durer combien de temps ? 1h30, il y a 200 personnes sur scène. Ce sera du 6 au 14 août, donc il ne faut vraiment pas le louper. Hein. Ce sera tous les soirs ou pas ? Alors, non, pas tous les soirs, parce qu'il faut que les artistes se reposent petit peu. Donc, on va jouer le 6, le 7, le 9, le 12, le 13 et le 14. D'accord. Alors, l'histoire, vous l'avez dit, c'est une histoire d'amour entre deux statues, Sélénée, une déesse, et un berger qui s'appelle Endymos, c'est ça ? Endymion, pardon. Et Endymion et Sélénée, ils sont nés de la vraie mythologie ou ils sont issus de votre imagination fertile ? Non, eux, ils existent. Ils existent vraiment. Oui, ils font partie, ces deux personnages de la mythologie. Ouais. Et on a inventé autour de ces deux personnages une légende qu'on a appelée la légende des jardins et qui sera le fil rouge de notre spectacle. D'accord. Donc la légende des jardins, c'est le fil rouge du spectacle, c'est une référence au jardin de Nîmes, c'est une histoire d'amour. Fabien Faisan, comment vous avez voulu illustrer et composer cette musique qui va résonner superbement dans les arènes, dans les gradins de l'amphithéâtre ? Oui. Et avant tout, comme c'est un conte, une fable, une légende, évidemment c'est inspirant et on amène sa création vers cet univers-là. Donc toujours une musique orchestrale puisque c'est un peu ma patte, mais derrière on cherche les sonorités, les accords qui font un peu la magie d'une légende en fin de compte. Et voilà, avec des mélodies simples mais qui sont très très justes pour marquer cet univers-là en particulier. Et est-ce qu'on peut dire que quand on est spectateur, on s'attend un peu comme à un déroulé d'une série Netflix ou d'un film avec une narration musicale qui va accompagner et illustrer tous les tableaux ? C'est un peu comme un musique de film, ce que vous avez fait. Tout à fait, oui. Tout à fait. Si on peut prendre par exemple les films de Tim Burton, on a toujours ces univers un peu décalés chez lui et les musiciens qui ont travaillé pour lui ont perçu cette identité-là et ont fait une musique qui suivent les personnages, qui suivent l'action, tout en restant dans quelque chose de très féerique. Ça n'empêche pas d'avoir une musique rythmée, une musique qui va un peu dans le sens de la musique de film, mais avec cette petite note, cette petite touche féerique. Donc voilà, c'est un peu dans cet univers-là
Tim Burton et d'autres au niveau du cinéma que j'ai été un peu puiser cette inspiration-là. D'accord. Lucie, est-il vrai que vous ferez venir des cavaliers sur scène, des danseurs et des gens du cirque qui vont régaler le public avec des numéros absolument extraordinaires? Oui, c'est vrai. Voilà, merci. L'émission est terminée. À demain. Non, c'est génial. Non, mais j'ai l'impression que pour ce spectacle, il a fallu que vous épatiez encore plus les gens que l'année dernière. Et vous avez mis le paquet. Alors, on a voulu déjà se faire plaisir parce qu'une production comme ça, il faut déjà y prendre beaucoup de plaisir pour que ce soit réussi. Et on avait envie d'avoir une tête d'affiche déjà et de proposer des voltiges équestres de très grande qualité. Donc, on a fait appel effectivement à l'équipe de Mario Luhaci qui nous accompagne et on a de la chance sur ce spectacle-là, effectivement. Et ensuite, beaucoup d'artistes en tout genre, donc des danseurs, des acrobates, des trampolinistes, des cascadeurs. Donc, il y a vraiment beaucoup d'arts qui seront représentés dans ce spectacle. Donc, l'idée étant d'émerveiller les plus grands et les petits avec beaucoup de choses différentes. C'est un grand rendez-vous estival, c'est à Nîmes, c'est du 6 au 14 août. Restez avec nous, chers auditeurs de Sud Radio, on va marquer une pause, on va continuer à en savoir plus sur les arènes de Nîmes et sur les coulisses de ce spectacle dont le titre est, Lucie, redites-le encore une fois. La légende des jardins. Vous le dites tellement bien. À tout de suite. Présente Nîmes, capitale de la culture antique et son nouveau spectacle nocturne, La légende des jardins. Présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gickel. Et nous sommes avec l'équipe créatrice qui a imaginé La légende des jardins, enfin une partie de l'équipe, parce que vous êtes combien en fait à avoir travaillé sur ce spectacle, chers amis? Lucie Schneebelen. Eh bien, on est nombreux. Ouais. Je pense que sur l'équipe de création, on doit être une bonne quinzaine, Fabien. Ah ouais. Ouais, j'imagine. En fait, tout le monde a mis un petit peu sa main à la pâte, donc du coup, ça fait un peu de personnes. Ouais. Là, on rentre un petit peu dans l'ambiance du spectacle avec cette musique qu'on entend, Fabien Faisan. Vous qui êtes le compositeur, le régisseur, qui a assuré la direction artistique du mapping du spectacle. On commence par quoi? C'est cette musique-là qui commence le spectacle ou c'est une des musiques qui commence? Donc vous parlez de la danse peut-être? Là, vous entendez en ce moment? Je l'entends pas moi. Ah, vous l'entendez pas. On l'entendait pas. Alors, on va essayer de vous faire en sorte que vous l'entendiez. Et là, non. Alors d'accord. Je vous entends vous, mais... Déjà c'est bien, je vais essayer de vous la refaire mais ça va être difficile. En tout cas c'est une musique avec une sorte de nappe très sombre au départ avec beaucoup de graves, Hyperion 2. Ah oui, alors là donc effectivement c'est pas du tout le début du spectacle. Non. On est avancé de quelques scènes. Oui. Et ça effectivement c'est un des moments un peu dramatiques entre guillemets du spectacle, avec une scène un peu sombre et puissante, avec la venue d'un père qui est pas content du tout, sauf que ce père c'est un titan, donc vous imaginez le résultat. Oui. Et voilà, donc pour illustrer un peu cet environnement-là, je suis allé vers une musique un peu plus électronique, un peu plus synthétique. D'accord. Donc je me suis un peu éloigné de l'orchestre, avec toujours quelques violons de temps en temps, mais voilà. Donc, en fonction des scènes et en fonction de ce qui s'y passe, on peut aussi avoir des couleurs musicales un peu différentes. Et vous travaillez comment pour composer cette musique? Eh ben, en fait, on travaille avec des ordinateurs dans le domaine du numérique. D'accord. Après, moi, j'ai un piano, ouais. Parce que je suis pianiste à la base, donc ça me permet de chercher un peu mes mélodies, faire mon travail de création, de recherche sur le piano. Et puis une fois que je trouve mes idées, je passe sur l'ordinateur avec des logiciels spécialisés, des banques de sons, tout ça. Et là, j'écris ma musique. Au lieu de l'écrire sur du papier, on l'écrit sur un logiciel. Et ça commande après ces banques de sons qui permet d'avoir à la sortie une musique. D'accord. Lucie, comment vous avez écrit le spectacle? Ça débute par un coup de foudre entre le berger Endymion et Séléné, la déesse? Oui, exactement. Alors pour vous dire, en plus Marie-Amélie est là, on en a parlé, les prémices, c'est vraiment, on en a discuté, je dis Marie-Amélie, alimente-moi sur ce qui a pu se passer au Jardin de la Fontaine, etc. Et là, elle m'a donné des noms, des histoires, et puis d'un coup, il y a cette histoire de coup de foudre qui est arrivée. Et Marie-Amélie, c'est la spécialiste aussi du coup de foudre.
Donc, pourquoi pas. Donc elle vous a dit voilà comment ça se passe. Non, mais en tout cas, moi j'avais vraiment une envie d'histoire d'amour. Quoi de plus fédérateur que l'amour? Et puis, je sais pas, j'avais besoin d'amour. Voilà. À ce moment-là, et donc vous l'avez retranscrit dans ce spectacle. Exactement. Et voilà, aujourd'hui, ça va mieux, Lucie, ou pas? Oui, ça va mieux. Oui, ça va mieux. Merci. Est-il vrai qu'il y a un grand-père historien et ses deux petits-enfants qui sont les trois fils conducteurs du spectacle et que ce sont les personnages qu'on voit vraiment sur scène? Et effectivement, en fait, ce sont les narrateurs. Donc, cette légende, elle va être contée, racontée par un grand-père à ses deux petits-enfants. Donc, ce sont nos trois, si vous voulez, acteurs principaux. Et ensuite, ce qui va se passer sur scène va venir illustrer cette histoire. Et ce sont les personnages de l'histoire, de la légende, qui prendront vie sur scène et qui illustreront la narration du grand-père. D'accord. Et le grand-père, c'est Éric Darf. Exactement, c'est Éric Darf qui est notre historien préféré, qui nous accompagne sur tous nos spectacles et qui, en plus d'être un historien parfait, est un acteur hors pair. Donc, du coup, on a vraiment de la chance d'être accompagné par ce grand monsieur. Ah, c'est génial. Marie-Amélie de Logu, vous, quand vous faites visiter les arènes, enfin l'amphithéâtre, je ne sais pas pourquoi je disais l'arène, c'est un amphithéâtre romain. Par quoi sont surpris les visiteurs, les premières choses, où il y a des choses qui leur viennent aux oreilles, il dit tiens, ça je savais pas, par exemple, c'est quoi? Il y a plusieurs choses, mais je pense que ce qui va marquer le plus les gens, ce qui va surprendre le plus les gens, ça va être quand on va parler un petit peu des spectacles qui sont organisés dans ces bâtiments-là à l'époque des Romains. Et en fait, le nombre d'idées reçues qu'on va avoir sur les jeux, les gladiateurs, les chasses, surtout pour ce qu'on peut voir dans les films, en fait, malheureusement. C'est ça. Qui racontent pas tout le temps la vérité. Alors ça veut dire que les gladiateurs ne mourraient pas tous? Exactement. En fait, on va avoir plusieurs grosses périodes pour les gladiateurs, mais à l'époque de l'Antiquité, c'est très très rare d'avoir des gladiateurs qui meurent malgré ce qu'on peut voir dans les films. Et est-il vrai aussi qu'il y a eu des gladiatrices, des femmes ont combattu entre elles aux arènes de Nîmes? C'est quand même un truc dingue, ça. Absolument, moi les gladiatrices, justement, c'est un de mes sujets préférés parce que c'est vraiment quelque chose qu'on ignore ou qu'on connaît pas le plus souvent. Mais les femmes avaient effectivement le droit de participer à des combats de gladiatrices et ça mérite quand même d'être dit. D'être souligné, ouais, ça pourrait faire une idée de spectacle, ça, Lucie, non? Bah, pourquoi pas l'année prochaine, tiens. Ouais, les femmes à l'honneur dans une mise en scène dans les arènes, à l'amphithéâtre de Nîmes, ça peut être top. Que vous en pensez, Fabien? Vous sentez la légende des gladiatrices. Voilà. Exactement. Ouais. Allez, on est en train d'écrire le spectacle pour l'année prochaine. Ça, c'est pas mal. Une petite question encore sur cet amphithéâtre. Est-ce que l'acoustique est bonne? L'acoustique est bonne. Alors, c'est pas le bâtiment principal pour l'acoustique. Si on n'est pas à Orange. Orange qui est la référence. Exactement. Voilà. Mais est-ce que c'est un amphithéâtre qui ressemble à celui d'Arles, qui est la voisine, en fait? Alors, il y ressemble. Après, peut-être que c'est un petit peu chauvin de dire ça, mais l'amphithéâtre de Nîmes est quand même mieux conservé. Évidemment. Et voilà, très très beau. Mais oui, ils sont très très similaires. De toute façon, on est sur des amphithéâtres qui sont tous basés sur le modèle du Colisée, donc ils vont se ressembler énormément, avec quand même les arènes de Nîmes qui restent les plus belles. D'accord. Lucie Schneebelen, vous avez dit tout à l'heure en écrivant ce spectacle que vous avez aussi voulu vous faire plaisir. Ça veut dire que vous avez imaginé des choses sur le papier qui fonctionnent, mais là, on n'a pas encore fait de répétition. Le spectacle, il est du 6 au 14 août. Est-ce que vous avez des inquiétudes? J'ai envie de dire non. Je les écoute pas en tout cas. Mais alors, on a toujours une appréhension parce que jusqu'à la dernière minute, on va pas savoir le rendu et le résultat de ce spectacle. En tout cas, on est tous dans une très bonne énergie, on est tous très motivés, on travaille tous en équipe. Les répétitions démarrent lundi et on est prêts pour cela. Donc en fait, moi je préfère rester sur cette bonne énergie et me dire que de toute façon, s'il y a des petits couacs, c'est normal. Et si on est tous soudés et en équipe, on arrivera à les surmonter. Donc je suis pas du tout inquiète et je pense que ça va être quelque chose de très beau. Je pense que ça va être très réussi. En tout cas, c'est ce que je sens pour vous. Je sens de bonnes vibrations. Va bien faisant le mapping. Expliquez aux auditeurs ce que c'est que le mapping parce que c'est quand même, ça commence à être très connu, mais c'est quand même relativement nouveau. C'est de la projection sur un fond, sur un bâtiment, d'un décor ou de personnages qui font que c'est presque du film, quoi. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on connaît surtout le mapping au niveau du public sur, effectivement, des projections sur des bâtiments, sur des surfaces verticales. Ou comme le spectacle Luminescence que vous connaissez peut-être dans les églises. Voilà, c'est ça, à Lyon, enfin, il y a plein de choses.
Et là, la particularité des arènes de Nîmes, c'est qu'en fait, on projette à plat sur le sol, sur la piste centrale. C'est ce que je me disais, parce que vous n'avez pas de fond de scène immense. Voilà, il n'y a pas de fond de scène. Et on profite aussi des petits murets qui font le tour des arènes, qu'on appelle le Balthéus, qui font 2,20 m de haut, donc ça fait quand même une surface de projection. Donc, c'est un exercice un peu particulier. Et la deuxième chose qu'il faut prendre en compte lors de la création du mapping, c'est le fait qu'on est en 360 degrés et qu'on a du public tout autour. D'accord. Donc, ce sont deux contraintes fortes qu'on a appris à maîtriser depuis 2019 et qui permet, année après année, de s'améliorer et de mieux comprendre comment faire pour que ce soit au mieux. D'accord. Lucie, qu'est-ce que viendront faire les gens du cirque dans votre spectacle ? Eh bien, ils viendront illustrer toutes les scènes qui seront racontées par ce grand-père et ils viendront intervenir comme des vrais personnages. Donc, vu qu'on part sur une histoire d'amour sur fond de mythologie, on peut imaginer du coup des personnages qui arrivent des cieux, de l'Olympe et d'autres horizons. Donc là, on a vraiment le champ des possibles sur l'art du cirque est très large et du coup, on va se faire plaisir avec des gens du cirque dans les airs, mais sur la piste aussi. Alors, je veux pas trop non plus il faut nous en dire un peu plus. Il y a donc des trampolinistes. Alors, effectivement, il y a des trampolinistes. Donc, ça va bondir de tous les côtés. Ça va bondir de tous les côtés, exactement, sur un décor majestueux qui va servir en fait de tremplin, si vous voulez, aux trampolinistes. Et puis ensuite, on va avoir une figure mythologique qui est Théia, la mère de Sélénée, et qui va venir aider Endymion dans la quête pour sauver son amour impossible. Et puis elle va arriver de l'Olympe. Donc là, c'est un travail avec les airs. On a une circassienne qui va arriver par les airs. Et puis, on a le travail du mapping aussi en même temps qui devient un vrai acteur du spectacle et qui va transformer la piste en Olympe. Et on va avoir cette personne qui descend de l'Olympe. Donc, ça va être juste splendide. Ça va se passer du 6 au 14 août. C'est à Nîmes, dans ce magnifique amphithéâtre nîmois, avec cette équipe qui nous dévoile tous les secrets et les coulisses de ce spectacle. On continue à en savoir un petit peu plus tout à l'heure, chers amis de Sud Radio. On marque une pause. À tout de suite. Interhome, conciergerie et spécialiste de la location de vacances en Europe, présente. Nîmes, capitale de la culture antique et son nouveau spectacle nocturne, La Légende des Jardins, présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gickel. Et pour parler de la légende des jardins, le futur spectacle nocturne du 6 au 14 août qui va se dérouler à l'amphithéâtre de Nîmes, nous sommes avec nos invités qui sont Lucie Schnebelen, directrice des monuments romains de Nîmes et créatrice pour Edéis du spectacle La Légende des Jardins, Marie-Amélie Delogu, guide conférencière chez Edéis Romanité, et Fabien Faisan, compositeur-régisseur, direction artistique du mapping de ce spectacle, La Légende des Jardins, dont nous entendons un extrait en ce moment. Et ça, c'est un extrait, c'est le coup de foudre. Et le coup de foudre, il est presque fleur bleue, il est presque romantique, il est très léger, il est très agréable. C'est pas un coup de foudre hyper violent, c'est un truc qui s'est installé un peu dans l'amour, quoi. C'est sur la durée aussi du morceau, parce que ça se fait en étapes successives. C'est ça. Ils sont loin et ils se rapprochent. Ah oui. Et donc au fur et à mesure, la musique, elle va en progressant et elle finit un peu en bouquet d'ensemble avec plein d'instruments qui jouent et très relevé au niveau de la rythmique. Ah ouais. En tout cas, on imagine très bien l'univers musical s'installer dans cet amphithéâtre la nuit. Ça va être somptueux, c'est génial. Enfin, moi, je l'entends bien, vous l'entendez un peu moins, mais moi, j'y suis déjà. Je ferme les yeux, je suis déjà à Nîmes. Ah, c'est top. Beau travail, Fabien. Tout est comme ça dans le spectacle. Vous avez voulu illustrer parfaitement chaque scène avec votre sensibilité d'artiste et de compositeur. Oui, complètement. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que cette musique est une des premières. Il y en a 2, 3 avant qui introduisent un peu le spectacle, mais c'est la musique qui introduit la thématique musicale du spectacle. Et en fait, dans cette musique qui dure 4 minutes, on a plusieurs petits thèmes et plusieurs univers. Enfin, c'est le même univers, mais plusieurs harmonies, on va dire. Et après, je me sers de cette base-là pour, pendant le spectacle, lorsqu'on revoit Endymion, on revoit Sélénée, on revoit des éléments, je vais puiser un peu dans cette idée-là que je réorchestre, que je recompose, mais toujours pour avoir en fait une base homogène musicale et qui crée justement cette impression
de suivre une histoire avec une musique qui agence les différents tableaux. Est-ce que c'est vous qui avez suivi l'histoire que vous avez racontée, Lucie? Vous l'avez découvert ou vous avez travaillé ensemble sur le projet? Donc en fait, Lucie a travaillé sur la version initiale. D'accord, c'est elle qui a écrit en fait voilà, elle a écrit le déroulé, le scénario, l'histoire. C'est ça, elle a écrit le scénario. Le storytelling. C'est ça, exactement. On est là-dedans à plein. Et donc après, elle nous a fait lire, c'était extraordinaire. Et chacun, à notre niveau, dans notre spécialité, eh ben, on a apporté quelques petites idées, moi qui aime bien les scènes de combat avec les jeux romains. Ah bah oui, vous êtes un garçon, vous. Les garçons, ça, c'est toujours comme ça. Voilà, ce serait bien de rajouter un peu du combat, un peu de machin, un truc, voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe et ça marche très bien. D'accord. Lucie, dans votre spectacle, dans le spectacle que vous proposez, on en a parlé, il y a beaucoup de numéros, d'équitation, de danse, de mapping, de choses un peu technologiques. Est-ce qu'il y a quand même une place que vous avez voulu laisser à la poésie et la poésie de l'endroit aussi, qui serait bien de découvrir avec ce ciel étoilé, cette ambiance un peu douce, un peu sereine, où c'est tout le temps en train de partir dans tous les sens? Ah non, pas du tout. Justement, c'est un spectacle. Parlez-nous de vos côtés poètes, Lucie. Ah bah oui. Après l'amour, la poésie, on aura tout. Mais bien sûr, voilà. Ça va de soi. Non. Alors déjà, ce qu'on a voulu, c'est on a planté le décor donc des Jardins de la Fontaine dans les arènes de Nîmes pour le spectacle. Et en fait, on a décidé cette année de créer déjà un décor fixe qui représente le nymphée, donc les Jardins de la Fontaine, avec une vraie lune qui sera dans les airs au-dessus des arènes. Donc déjà là, rien que le décor initial et qui restera pendant tout le spectacle est déjà une poésie à lui tout seul. D'accord. Vous rajoutez par-dessus un petit peu de mapping et de la lumière, et alors déjà là, vous êtes transporté dans un autre univers. C'est vrai. Et ensuite, effectivement, pour mettre de l'action et en mettre plein les yeux, on a tous nos artistes sur scène. Mais déjà, on crée une ambiance onirique, mythologique, avec déjà un décor et les arènes transformées dans une atmosphère propice au rêve et à l'amour, bien sûr. Et tout ça avec un fil narratif. Oui, avec une belle légende, une légende en fait qui suit cet amour impossible et en fait cette légende qu'on va pouvoir aussi tester avec le public parce qu'en fait à la fin du spectacle, pour tout vous dire, on va tester cette légende qui dit qu'en fait il se passe des choses au Jardin de la Fontaine la nuit, certains soirs, et on va inviter tous les spectateurs des arènes à prendre place dans ce spectacle et à vivre cette légende avec nous. D'accord, parce que sur scène, vous avez recréé un peu la mise en scène du jardin, avec des statues, avec des vases. Ça se passe dans le jardin, hein. Donc les Nîmois, ils vont savoir que ça se passe là-bas. Bien sûr, on a recréé les jardins de la Fontaine sur la piste des arènes de Nîmes. Et vu qu'on va traverser toutes les époques de la romanité à aujourd'hui, on va pouvoir aussi voir ce qui s'est passé pendant 2000 ans dans ces jardins de la Fontaine. Donc on va voir l'évolution de ces jardins, ce qui s'est passé, et aussi leur création avec l'arrivée de Jacques-Philippe Maréchal. Mais en tout cas, on va pouvoir découvrir ces jardins sur 2000 ans. Alors c'est quoi les légendes du jardin? Qu'est-ce qui se passe le soir à Nîmes, dans les jardins, la nuit, la lune? La légende dit que les statues du Jardin de la Fontaine, en fait, prennent vie certains soirs, certaines nuits, lorsqu'elles sont seules. Ah, donc personne ne peut le voir. Exactement. Ah, c'est assez malin quand même comme légende. Hein. Marie-Amélie Delogu, on revient un petit peu sur l'amphithéâtre romain. Qu'est-ce que c'est que les vomitoires ? Ah, les vomitoires, c'est une grande question. C'est un sujet qui revient très, très, très souvent. Ça marque les gens en général quand ils viennent à l'amphithéâtre. Les vomitoires, tout simplement, rien à voir avec vomir. Je vous rassure tout de suite. C'est toutes les entrées, toutes les sorties et tous les couloirs du bâtiment, tout simplement. En fait, pour les Romains, vomitorium, ça signifie sortir vite. Et donc, c'est simplement une indication qui vous renseigne sur les couloirs du bâtiment, tout simplement. C'est ce qui permet à une foule de pouvoir partir rapidement et de pouvoir aussi investir les lieux rapidement. Exactement, c'est tous les systèmes que les Romains ont mis en place pour que arriver et sortir de l'amphithéâtre soit aussi simple que de marcher, en fait, tout simplement. Donc avec tous ces vomitoires, on pouvait faire rentrer ou sortir 24 000 personnes en pratiquement moins de 10 minutes. Est-ce qu'il y a autant de gradins qu'initialement ?
Actuellement, on a perdu pas mal de gradins romains, Ouais. justement avec ces populations qui sont venues s'installer dans les arènes et qui ont récupéré pas mal de blocs de pierre. Mhm. Mais actuellement, elles sont toujours suffisamment bien conservées. Et puis avec aussi les bancs qui ont été rajoutés, on peut toujours faire rentrer suffisamment de monde et tout le monde aura une place pour assister au spectacle, pas d'inquiétude. Est-il vrai que les couloirs sont toujours en pente? Alors oui, il y a les escaliers justement de l'amphithéâtre sont très pentus. Ouais. Moi, j'aime bien dire que c'était pour faire sortir les gens plus rapidement parce que 10 C'est minutes, c'est quand possible. même très rapide. Non, ce sont des systèmes d'évacuation des eaux de pluie, chose qui est très très D'accord. importante quand on connaît bien Nîmes et les pluies qui peuvent arriver ici. Et vous m'avez appris un mot en préparant cette émission, et je vous en remercie encore, qui étaient les évergettes. Les évergettes. Comment on dit? Les évergettes, Les c'était très bien. évergettes. Voilà, c'est très bien. En fait, c'est un terme évergette qui rassemble en fait toutes les personnes qui vont offrir des jeux, parce que les jeux à l'époque de l'Antiquité sont gratuits. Et ces évergettes, ce sont soit des hommes politiques, soit des hommes extrêmement riches à l'époque antique, qui vont faire de l'évergétisme Mhm. en offrant justement les spectacles au reste de la population. D'accord. Vous avez travaillé ensemble, tous ensemble, Fabien, avec l'équipe. Est-ce qu'on peut dire que vous avez fait un travail communautaire et que vous étiez obligé de réaliser un travail communautaire où chacun doit écouter ce que doit faire l'autre et mettre son grain de sel parce qu'il y a des danseurs, des équitations, du mapping. C'est compliqué à mettre tout ça en œuvre. Oui. Mais en fait, c'est même une condition sine qua non de réussite pour la réussite du Mhm. spectacle. Donc, si on commence à rester chacun dans son couloir, C'est impossible. justement Ah du oui. fait qu'il y a une adéquation à faire entre chaque média, entre chaque artiste, entre chaque figurant, il faut absolument qu'au niveau du staff, on soit en constante communication. Alors évidemment, on fait des réunions par petite équipe, et puis une fois par semaine, on se retrouve tous. On pose les jalons, on pose les questions, on donne des réponses quand on en a. Mais ouais, c'est très important. Et en fait, je trouve que cette année, on a particulièrement réussi cette osmose entre nous. C'est pas le cas chaque année. Et là, je suis très content. Cette année, vraiment, ça se passe très bien. Et c'est super. Voilà. Vous avez réuni autour de vous que des esprits positifs, dynamiques et enthousiastes. Et c'est le secret de la réussite, hein, l'enthousiasme. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Absolument. Sur les parties dansées, comment vous avez fait? Vous avez donné au chorégraphe ce que vous aviez imaginé comme musique ou c'est l'inverse? Oui. Non. D'accord. En fait, dès le mois de juin, notamment pour les deux danseurs, j'ai composé la danse, en fait, la musique Coup de foudre. Ouais. Donc, il y a, voilà, mi-juin, entre début juin et fin juin, il y a eu plusieurs versions pour que justement les danseurs commencent à travailler, à s'imprégner du style de musique. Et puis, voilà. Donc, C'est plutôt un thème effectivement, lent, au fur et à hein. mesure, il y a. Oui. Non, je le fais bien. Les gens, On a aussi les gens voient la pas la radio, musique c'est pour bien. les. On a aussi la musique pour les chevaux. Oui. De Mario Luracci, donc qui a été livré de manière à ce qu'il l'écoute et qui rentre un peu dans cet univers-là. Donc il y a un ordre quand même important dans la création musicale en fonction des besoins du spectacle. D'accord. On va marquer une petite pause, chers amis. On va continuer à parler encore de ce spectacle qui est du 6 au 14 août, dont le titre est, Lucie, La légende des jardins. et vous allez nous révéler dans le dernier quart d'heure si cette histoire d'amour se termine bien ou mal. À tout de suite. Interhome, conciergerie et spécialiste de la location de vacances en Europe, présente Nîmes, capitale de la culture antique et son nouveau spectacle nocturne, La légende des jardins, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Jiquel. Ah, chers amis, je vous invite vraiment à aller découvrir ce somptueux spectacle nocturne, La légende des jardins, au mois d'août, du 6 au 14 août, à Nîmes, dans son amphithéâtre romain, remarquablement bien conservé. Nous avons avec nous l'équipe créatrice, enfin, quelques membres, les têtes pensantes, on va dire, de cette magnifique production qu'on va retrouver du 6 au 14 août avec Fabien Faisan, compositeur, régisseur, directeur artistique du mapping du spectacle, Marie-Amélie Delogu, qui est guide conférencière chez Edeis Romanité, qui connaît bien le lieu, et puis Lucie Schnebelen, directrice des monuments romains de Nîmes et créatrice pour Edeis du spectacle La légende des jardins. Et on entend la musique là, c'est laquelle celle-là ? Là, c'est une musique de tension, hein. Il va se passer un truc. C'est laquelle, Quentin ? Troca, c'est Troca, ça, Fabien. Est-ce que vous pouvez nous la décrypter et nous la raconter ?
Alors oui, Troca, elle est marrante en plus. Enfin, donc l'idée dans le spectacle, c'est qu'on a à l'époque un personnage historique qui était persuadé que un trésor était caché sous la Tourmagne, et donc il a voulu trouver ce trésor. Bon, donc voilà, ça c'est le postulat de base. À partir de là, il y a une mise en scène qui s'est mise en place. Voilà, je veux pas trop dévoiler d'éléments non plus. Non. Et la musique a été justement la composée un peu en sens inverse, c'est-à-dire que il y avait ces contraintes assez fortes de cette mise en scène. D'accord. Et donc, il a fallu composer cette musique qui se base sur une rythmique régulière avec des coups de pioche qu'on entend toutes les mesures. Et ces coups de pioche qui sont des bruitages, hein, en fin de compte, je suis venu habiller autour de ces coups de pioche une musique un peu rythmique, un peu marrante, et qui accélère au fur et à mesure pour justement expliquer ce qui se passe pendant cette scène. Et on aura une synchronisation parfaite entre le mouvement des figurants et des personnages qui participent et la musique. D'accord. Ah oui, ça a été pensé jusqu'au bout des ongles, hein, avec les coups de pioche qui viennent donner le rythme, en fait, de la... Voilà, tout à fait, qui viennent donner le rythme à la mise en scène. Marie-Amélie Delogu, vous qui êtes guide conférencière chez EDIS Romanité, qui connaissez bien évidemment toute la romanité de la région, est-il vrai que la Tourmagne a été mise en danger un jour par un gars qui voulait creuser et chercher un trésor? Eh bien oui. Mais c'est qui ce mec? Alors, sans en révéler trop sur lui quand même, il s'appelle François Troca. Ah ouais. Et c'était un jardinier. Et on l'aime autant qu'on lui en veut parce qu'il a quand même failli nous coûter notre chère Tourmagne. Elle aurait pu tomber. Mais il fait partie de son histoire. Elle aurait pu tomber, tout à fait. Parce qu'il avait creusé dessous, non, c'est ça? C'est ça, persuadé d'avoir un trésor dans ou à proximité de la Tourmagne, il a souhaité tenter de la vider pour voir s'il y avait véritablement ce trésor-là ou pas. Mais quelle horreur, ça aurait pu mal se terminer. Heureusement, dans la légende des jardins, les histoires d'amour se terminent plutôt bien, Lucie, non? Ah oui, toujours. Ah bah voilà, ça, c'est marrant, je m'en doutais depuis le début. Hein. Il faut que les spectateurs repartent avec des étoiles dans les yeux. On est positif, donc ça veut dire que le berger va épouser la déesse ou je vais pas non plus vous raconter la fin, mais en tout cas, les spectateurs ne seront pas déçus de la fin et comme on le dit, l'amour triomphe toujours. Il y aura un bisou, un bisou, un bisou. Non. Le bisou, on verra. C'est pas sûr, faut voir. Et est-ce que dans ce spectacle, donc on a parlé des chevaux, il y aura des cavaliers sur scène, hein, vous m'avez dit? Bien sûr, oui, il y aura des cavaliers, donc les cavaliers de Mario Loracci, mais aussi des cascadeurs qui vont se battre aussi avec ces cavaliers, parce que comme le disait Fabien, on a intégré une scène de bataille, parce qu'il fallait quand même en mettre, et moi j'étais un petit peu partie trop fleur bleue sur une histoire... Oui, bah oui, bon, on ne sait pas pourquoi. Et puis voilà, donc du coup, on a quand même intégré une scène qui est beaucoup plus action, pyrotechnie, etc. Donc on va avoir ces cavaliers qui vont se battre, mais aussi des cascadeurs à pied qui vont également se battre. Ouais. D'accord. Dans les grands déroulés de votre narration, il y a le coup de foudre, la colère du père et l'empathie de la mère. Qu'est-ce que c'est que cette empathie de la maman? Quelle maman d'abord? Eh bien, l'empathie de la mère, en fait, cette histoire d'amour, vous l'avez compris, c'est une déesse qui tombe amoureuse d'un berger. Bien évidemment, donc c'est pas possible. On peut très facilement se rendre compte que le père, qui est le titan Hyperion, s'oppose à cette union-là. Donc, il va faire en sorte que ça ne soit pas possible. Par contre, on a la mère de Séléné, qui est une titane, qui s'appelle Théia, qui elle, par contre, comme toute mère et toute femme, a peut-être un petit peu plus d'empathie pour sauver une histoire d'amour impossible. Et elle va venir en aide auprès d'Endymion et elle va lui offrir un précieux cadeau qui est l'immortalité, de manière à ce qu'il puisse avoir tout le temps devant lui pour trouver une solution à cet amour impossible. Et est-ce que dans cette narration d'un amour impossible, vous avez voulu la faire résonner avec le monde d'aujourd'hui? Alors, bien évidemment, parce que aujourd'hui, comme à n'importe quelle époque, on a tous besoin d'amour. Et allez, je suis repartie pour un tour. Non, mais c'est génial. Continuez à nous parler d'amour, Lucie. Ah oui, écoutez, c'est le thème. Non, bien sûr. De toute façon, les histoires comme ça, des histoires d'amour impossibles... Il y en a moins de nos jours quand même. C'est en général... non. Non, vous trouvez? Non, je pense qu'il y en a toujours et des problématiques
familiale ou autre. D'ailleurs, ça existe dans n'importe quelle histoire d'amour, mais ce qu'il faut juste se rappeler et comprendre dans ce spectacle, c'est que même s'il y a de grosses problématiques et que les choses peuvent durer très longtemps, on finit toujours par trouver une solution et tout se passe très bien quand l'amour est sincère. Et si jamais on a des petits problèmes, on appelle Lucie Schnebelen au 06. Exactement, à votre écoute. Des problèmes. Allô Lucie, bonjour, oui. Fabien Faisan, on a parlé en préparant cette émission d'une référence que vous aimez bien citer, c'est Prokofiev. Pourquoi? Moi, j'ai une formation classique. Donc déjà, ça permet d'apprécier la musique classique. Ce qui est vrai que c'est un peu en perte chez les jeunes. Alors, il y en a toujours, hein, mais on va dire que globalement, c'est pas la musique la plus écoutée. Et en particulier, Prokofiev est un génie de la musique comme d'autres, hein, mais lui en particulier, pour justement créer ces musiques très narratives. En fait, quand on écoute du Prokofiev, on écoute une histoire. C'est ça. Donc, vous savez, parfois on écoute du classique, on est très impressionné par la technicité, par les capacités d'orchestration, d'harmonie des compositeurs, mais pour autant, on n'est pas forcément transporté dans un monde imaginaire. Alors que Prokofiev, chacune de ses œuvres est unique et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il inspire autant de monde encore aujourd'hui. C'est vrai. Marie-Amélie Delogu, dans les petits secrets de l'amphithéâtre de Nîmes, est-il vrai qu'il y a encore des cages et des salles d'attente sous la piste? Alors absolument, on a toujours qu'est-ce tous les qu'on y sous-sols fait de dans ces cages l'amphithéâtre. aujourd'hui? Alors aujourd'hui, pas grand-chose, hein, je vous rassure tout de suite, pas de gladiateurs coincés depuis l'époque des Romains, mais elles sont toujours là. En fait, c'est ce qu'on appelle la salle cruciforme. Ce sont les sous-sols de l'amphithéâtre. Vous les avez qui visités, permettaient à vous? l'époque antique. Alors non, j'ai pas encore eu la chance de les visiter. Demandez à Lucie, elle a le bras long, Lucie, elle connaît. Non, mais je les ai pas visités non plus. Alors, on va parler Très rares sont ceux qui les ont visités. Mais en fait, c'est ce qui permettait tout simplement aux gladiateurs de pouvoir rentrer par le dessous de la piste pour faire quelque chose d'assez impressionnant visuellement. D'accord. Et est-il vrai qu'il y avait un vélum? Rappelons aux auditeurs qu'un vélum, c'était une voile qui couvrait, pour protéger du soleil, l'ensemble de l'amphithéâtre. Exactement. Oui, il y avait un vélum et ça contribue un petit peu à la comparaison qu'on peut faire avec certains stades de foot à notre époque à nous qui ont exactement le même profil. En fait, le vélum, il existait à Nîmes et surtout Nîmes est l'un des seuls amphithéâtres à avoir conservé les points pour accrocher le vélum qu'on peut voir dès qu'on est à proximité du bâtiment. D'accord. Et il se déployait comment? À la main avec un truc non? On sait pas. Alors oui, il se déployait à la main et les études tendent à dire que ça serait des marins en fait qui venaient installer et défaire le vélum parce que les nœuds étaient très complexes pour le commun des mortels. D'accord. Rappelez-nous les dimensions de l'amphithéâtre comme ça, juste pour rigoler. Pour rigoler, il fait 133 mètres de long sur 133 mètres de long, 100 mètres de large. 100 mètres de large. Et la piste? La piste, elle fait 68 mètres par 38 mètres. D'accord. Donc ça donne encore de belles idées et de belles envies de spectacle à Lucie, parce qu'il y a de quoi faire. Hein. Est-ce que vous ne trouvez pas, Lucie, que le lieu est absolument magique et que vous avez une chance incroyable de pouvoir mettre en scène un spectacle comme ça dans un amphithéâtre romain? Est-ce que vous vous rendez compte de la chance que vous avez, vous qui êtes une éternelle amoureuse? Il faut arrêter d'être tout le temps amoureuse. Il faut être réaliste maintenant, Lucie. Effectivement, mais je suis aussi amoureuse des arènes et c'est pour ça que je suis totalement consciente de la chance que j'ai de pouvoir évoluer dans ce monument et de pouvoir y créer de beaux spectacles parce que déjà le bâtiment en lui-même est juste waouh et permet d'avoir déjà un décor exceptionnel et qu'on peut avoir nulle part ailleurs. Donc déjà, ça, c'est une chance. Par contre, effectivement, on a aussi des contraintes liées à ce magnifique monument et qu'il faut prendre en compte, entre autres les portes pour entrer en piste qui sont pas très grandes. Et quand on veut faire de grands décors majestueux, il faut penser à des systèmes de mécanique pour pouvoir les relever, par exemple. Parce qu'on peut pas rentrer un très grand décor dedans. Mais par contre, c'est une chance exceptionnelle, effectivement, de pouvoir créer dans cet espace-là. Oui, c'est comme un espace majestueux, somptueux, onirique, incroyable, avec une histoire, une sensibilité, une âme, des vibrations particulières, et je trouve que c'est assez génial. Juste pour conclure cette émission, Fabien, vous serez où le soir de la première? En régie principale. C'est étonnant aussi, vous, ce que vous faites. Alors, vous serez tout énervé, parce qu'il y aura plein de trucs à faire. Hein. Là, on ne pourra pas vous parler. Là, c'est sûr qu'il y a du boulot. D'accord. Et vous serez où, vous, Marie-Amélie? Moi, je serai aux premières loges pour assister au spectacle à la meilleure des places. Je viendrai vraiment en premier pour vraiment prendre la meilleure des meilleures places.
D'accord. Et Lucie, enfin, Schnebelen. Moi, je serai en régie, je pense, accrochée au bras de Fabien. Ouais. D'accord. Rappelons les dates, Lucie, le titre du spectacle, les dates, les horaires aux arènes de Nîmes. Dites-nous tout ça, vous avez 22 secondes. Alors, la légende des jardins, les 6, 7, 9, 12, 13 et 14 août à 21h30. Un magnifique spectacle pour tout le monde. Que vous avez créé et qui parle d'amour, bien sûr. Et pas seulement de mythologie, d'amour, de combat, d'emphase, de numéros de cirque, de danse, d'acrobates, et puis une très belle narration, une très belle histoire racontée par toute votre équipe. Bravo. On se donne rendez-vous entre le 6 et 14 août. Si je passe, je vous appelle avant et j'essaierai de trouver une place. Merci beaucoup. Ah oui. À bientôt. Bonne journée et encore bravo. Salut. Merci. Nîmes, capitale de la culture antique et son nouveau spectacle nocturne, La Légende des Jardins, présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gickel.